The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition francophone des 24 heures du PASS. Donc nous sommes la deuxième session de la deuxième journée. Nous allons accueillir Christian qui nous vient de Montréal et qui organise d'ailleurs cet événement avec moi. Alors avant de lui céder la parole, quelques petites informations pour ceux qui assisteraient pour la première fois à un de nos séminaires en ligne. Au niveau technique, vous aurez remarqué que vous avez une petite barre d'outils. Vous avez la possibilité de poser des questions. En général, le conférencier attend la fin de la session pour regarder les questions et y répondre. Vous pouvez aussi faire un zoom sur votre écran si nécessaire. Et à la fin du séminaire, vous allez voir apparaître un petit formulaire d'évaluation. Donc, ce serait vraiment très chouette de votre part de le remplir parce que les conférenciers s'impliquent beaucoup dans ce travail et recevoir du feedback est absolument utile et nécessaire pour nous. Alors, n'hésitez pas non plus, pendant la conférence, à aller sur Twitter, partager votre joie, votre enthousiasme, vos questions en utilisant le hashtag 24French et en vous adressant à @SQLPass, @GusFrance et à la communauté des développeurs de Montréal. C'est grâce à eux que cet événement a été rendu possible. C'est un événement purement communautaire et donc on les remercie chaleureusement. Voilà, je vais te donner la main, Christian, et ça va être à toi. D'accord. Merci Isabelle. Voilà. Donc, est-ce que tu vois mon écran, Isabelle? Oui, tout est nickel. Je présume que. Parfait. Donc, on peut partir l'enregistrement. C'est déjà démarré. Voilà. OK. C'est bien. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter les nouveautés SSIS 2016. Mon nom est Christian Côté. Je suis de Montréal. Je travaille avec SSIS depuis la version 2005. J'avais travaillé avec DTS avant. Donc, j'ai pu suivre. Aujourd'hui, je vais partager l'évolution du produit un peu avec vous. Pour me présenter, moi, je suis un MVP Data Platform Microsoft, donc Most Valuable Professional Data Platform, qui autrefois c'était les MVP SQL, qui maintenant sont rendus Data Platform, ce qui veut dire que maintenant on s'occupe plus que SQL Server, on s'occupe aussi de toute la plateforme Azure, en tant que tout ce qui touche aux données. Bon, moi, je suis dans le BI, dans le Data Warehouse, je suis architecte Data Warehouse / BI. Je suis dans le domaine depuis une quinzaine d'années, je peux même dire depuis le début du siècle en tant que tel. J'ai fait des entrepôts de données pour plusieurs types d'industries, comme le pharmaceutique, la finance, le manufacturier. Et je vous dirais depuis 2005, je me sers beaucoup de SSIS. La plupart de mes projets sont basés avec SSIS 2005. J'ai connu les joies du produit quand il venait juste de sortir fin 2005, en novembre 2005. Donc, on va démarrer la session ici. Alors, on va regarder le timeline un peu de SSIS. Voyez-vous, avant 2000, on avait un produit qui s'appelait DTS, Data Transformation Services. Microsoft ont décidé que ce produit-là, bon, il était COM-based, donc Component-based. Donc, ActiveX, c'était pas très, très performant, mais c'est la techno qu'il y avait dans le temps. Il est apparu début du siècle, donc 2001-2002, .NET. Et Microsoft ont dû rafraîchir un peu leur plateforme pour adresser les composantes ADO.NET, entre autres. Et ils ont fait le produit qui s'appelle SSIS, donc la version, moi, ce que je qualifie de 1.0. La version 1.0 de SSIS, c'était évidemment celle qui est sortie en novembre 2005 et qui a eu différents service packs jusqu'à la version 2008. En 2008, ils ont rajouté quelques petites fonctionnalités, c'est pour ça que j'appelle ça 1.7, donc les caches des lookups, entre autres. Ils ont solidifié aussi le produit, le rendre plus performant par rapport à la version 2005. Et vraiment, donc le produit est devenu vraiment utilisable à partir de la fonction, à partir de la version 2008.
En 2008 R2, donc on se parle ici de 2010, donc 2008 R2 est apparu SSIS 1.75. Je dis ça parce qu'il n'y a rien qui s'est passé du côté SSIS dans cette version-là, sauf une petite chose, c'est que les destinations ADO.NET pouvaient maintenant être utilisées pour faire du bulk load. Donc on avait une case à cocher qui disait que si on cochait cette case-là, qu'on pouvait utiliser le bulk load si c'était disponible selon le provider ADO.NET. 2012, on a revu tout ce qui était SSIS déploiement. Juste pour vous dire, je m'en vais en 2000 ici, on déployait principalement dans la BD, dans MSDB. En 2005, on déployait, pardon, en 2005, on déployait sur le file system principalement parce qu'on utilisait Visual Studio. Et Visual Studio est basé sur des fichiers principalement. 2008, pareil, 2008 R2, ça n'a pas changé. On peut aussi déployer avec ces versions-là dans MSDB ou on pouvait déployer dans le Package Store, qui était un endroit spécifique, un folder spécifique sur votre ordi. Mais c'est encore des fichiers. En 2012, ils ont fait le SSIS catalogue. Donc là, maintenant, SSIS commençait à être un petit peu comme les grands outils ETL de ce monde, comme Informatica ou DataStage, qui ont leur propre repository. Donc 2012, c'était SSIS 2.0. 2014, ben on n'a rien eu. En 2014, c'est pas compliqué. C'était Hekaton. Donc, l'emphase pour Microsoft a été mise sur avoir un engin in-memory pour le OLTP. Donc, pour les systèmes transactionnels qui puissent profiter d'un genre de column store index, mais read-write. Et en 2016, moi je trouve que c'est une version quand même assez majeure, mais je peux pas dire que c'est SSIS 3.0, parce que maintenant c'est l'intégration de SSIS avec Azure principalement qu'on va voir avec ça. Et aussi, ils ont aussi modernisé quelques petites fonctionnalités dans SSIS, et c'est le but de ma présentation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont focusé sur trois choses principalement? Le management, la connectivité et l'utilisation et la productivité. Au niveau du management, on a un meilleur déploiement. Meilleur, ça dépend de quel côté on se place. On peut déployer les packages un à un maintenant, ou quelques packages à la fois. Juste vous rappeler que de 2005 à 2012, oui, et même 2014, si je voulais déployer un package seul, je ne pouvais pas le faire. En fait, excusez-moi, de 2005 à 2008 R2, je pouvais le faire. 2012-2014, avec le SSIS catalogue, on ne pouvait pas déployer un seul package à la fois, il fallait qu'on déploie le projet au complet. D'un côté, ALM, donc Lifecycle Management, si j'ai un gestionnaire de code source, moi je préfère grandement cette fonctionnalité-là parce que je suis sûr que quand je déploie le projet au complet, c'est habituellement quand je déploie, je vais faire un get de TFS ou je vais faire un update de GitHub ou de SVN. Je vais aller chercher la dernière version de mon projet et je le déploie au complet dans un autre environnement. Maintenant, c'est pas tout le monde qui utilise des gestionnaires de code source. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va ramener la fonctionnalité qu'on avait finalement en 2005 jusqu'à 2008 R2, qui était de déployer un package à la fois. Aussi, il y a la question de Always On Support pour le SSIS catalogue. Always On, si on a un environnement Always On, c'est bien, c'est juste que jusqu'à 2014, quand on switchait du primaire au secondaire, le catalogue ne suivait pas nécessairement. Donc maintenant, ils ont fait le Always On Support, ça veut dire, et ça, je vais en parler un petit peu plus tard, mais je n'ai pas de démo sur ça parce que je n'ai pas d'environnement Always On, mais c'est maintenant supporté nativement par SSIS 2016. Donc, il y a les column names qui sont inclus dans les error output. J'ai une petite démo pour ça que je vais vous montrer. Customize logging dans le catalogue aussi. Ça, c'est pour le debugging. Et management, ben maintenant, on a un package template qui est un beau projet jusqu'à présent. C'est ce que je vais vous montrer. Et le max buffer size, pardon, sur lequel je vais revenir plus tard. Donc, Always On. Ça, c'est une chose que
autrefois, ce qu'on voit ici à l'écran, on ne pouvait pas le faire avec SSIS, avec le catalogue SSIS. Donc, le listener, si vous voulez, du primaire au secondaire, le catalogue ne suivait pas finalement quand on switchait du primaire au secondaire. Maintenant, c'est possible d'être fait et l'avantage que ça a, c'est que si j'ai un environnement High Availability, HA, ben maintenant je peux carrément me servir de SSIS dans un environnement comme ça. Je peux le faire avant, mais maintenant c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps. Je vous dirais que depuis 2005, là, on voulait avoir ça. Juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Juste tasser là. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi j'ai des contrôles ici que je vais tasser. Parfait. Donc, ce qu'on avait autrefois, juste prendre le pen, jusqu'à la version 2008 2014 même, on avait ceci. Oups. Excusez-moi, je dessine tout croche. On avait ceci, je vais juste effacer. Parfait. Donc, on avait, bref, de date jusqu'à error column et l'error code. Ça me servait, c'était vraiment pas utile pour savoir quelle était la colonne en erreur et la description de l'erreur. Ben, pour la description de l'erreur, il fallait se faire genre une table d'erreur, une table de lookup d'erreur avec tous les codes possibles qui étaient disponibles sur MSDN. Et ensuite de ça, ben, on copiait et collait cette table-là dans un Excel et après ça, on l'importait dans une table en SQL Server. Mais avoir quelle est la colonne qui est en erreur, ça, fallait aller dans un script component et travailler avec Reflection pour savoir quelle était ma colonne qui n'allait pas. C'était difficile à faire et c'était pas aussi, et c'est pour quelque chose qui finalement pouvait être inclus dans le produit. Maintenant, en 2016, c'est ce qu'ils ont fait. Je vais vous faire une petite démo de ça tantôt, mais c'est quelque chose qui est très, très, très simple. Maintenant, depuis qu'on a le catalogue de SSIS, depuis la version 2012, on avait quelques types de logging. Je pense qu'on avait 4, si mes souvenirs sont bons. Je vous dis ça comme ceci. On n'avait pas de logging du tout. On avait le Basic Level, qui était celui par défaut. Performance Logging Level, les gens pensaient que c'était juste les compteurs de performance qui étaient là, puis que on avait beaucoup plus d'informations que le verbose mode, qui est le mode qui log tout. Mais finalement, c'est un niveau in-between entre le basic et le verbose. Donc, c'était juste les compteurs de performance qui étaient inclus dans ça. Et parfois, ça pouvait être aussi lent que d'avoir le mode basic. Donc, on avait ces 4 niveaux-là de base. Maintenant, on peut customiser, donc on peut avoir des logs comme on les veut. On a différentes options. Ici, pour les logs, c'est ce que je vais vous montrer aussi un peu plus tard. On peut faire un Customize Logging Level, puis je peux choisir si je veux les row count. Donc, j'ai plusieurs options ici. Ça, je vais passer à l'autre slide. Donc, voilà. Package Template, ça c'est un beau projet présentement. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais je vais vous montrer une petite démo tantôt. Ce que ça permettrait de faire, on parle de control flow template, donc pas de data flow. Je pourrais donc me faire un template ici et le réutiliser sur plusieurs autres packages. Quand je modifie le template, ça va modifier les autres tous les endroits où il est utilisé sur les packages. On avait cette fonctionnalité-là avec Informatica, je vous le disais au début des années 2000. On avait quelque chose qui était très similaire à ça. Et maintenant, ils ont amené quelque chose comme ça en 2016, avec SSIS 2016. Automatic Max Buffer Size, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, surtout principalement avec les Column Store Index. C'est-à-dire qu'avec les Column Store Index, des fois, on pouvait pas utiliser les ressources supplémentaires qu'un Column Store Index nous donnait. Si on n'avait pas de Column Store Index, on ne touchait pas vraiment à cette propriété-là.
Et donc, le calcul était simple. En fait, le buffer size est égal au default max buffer rows at design time, donc habituellement quelque chose comme 10 000 lignes, et multiplié par le row size, donc au runtime. Donc, la longueur de votre row. Ça, c'est quelque chose qu'on ne touchait pas nécessairement parce que chaque fois qu'on augmentait le default max buffer row ou le default buffer size ici, ben, on avait souvent des buffer spools, c'est-à-dire que on augmentait le nombre de lignes qui entraient dans le package, mais SAS n'avait pas assez de ressources, donc il fallait qu'il spool à chaque fois les informations sur le disque, ce qui faisait qu'on n'avait pas vraiment de gain de performance. C'est pour ça qu'habituellement, on laissait les valeurs par défaut la plupart du temps. Dépendamment des sources qu'on avait aussi, là, mais la plupart du temps, on laissait ça aux valeurs par défaut. Ils ont rajouté ça, cette capacité-là maintenant que SSIS va calculer pour vous quelle est la taille optimale du buffer size. Ce qui veut dire que dans un cas, surtout dans les cas où est-ce que j'ai des column store index, je vais avoir des gains vraiment intéressants. Je crois que, surtout avec en fait, on parle de column store index qui sont venus avec Ekatan, avec SQL Server 2014 et plus, lorsque j'insère, je vais profiter de toutes les fonctionnalités du Delta Store qui est in-memory. Donc, on va comme insérer en mémoire à la place, ce qui fait que j'ai plus donc, je peux insérer plus de lignes à la fois et les gains en performance sont vraiment très, très forts avec ça. Maintenant, on a aussi parlé de connectivité avec Azure et autres. Donc, j'ai des HDFS connectors. Ça veut dire que ça, si je veux me connecter, donc on parle ici de on-premises. Donc, si on veut se connecter sur du Hadoop, mais qui est on-premises, donc pas dans Azure ou dans Amazon, je vais pouvoir maintenant me connecter à si j'ai downloadé un sandbox de Hortonworks ou j'ai un cluster Hortonworks on-premises, je vais avoir la possibilité de m'y connecter maintenant à partir de SSIS. Hadoop Hive Big Task, donc c'est sûr qu'on parle encore de on-premises. Je suis capable d'appeler des tâches Hadoop qui sont soit du Hive, soit du Pig à partir de SSIS. Excel 2013-2016 support, oui, parce qu'avant, ça arrêtait à 2010. OData V4 support, donc ça aussi, c'est assez intéressant, surtout quand on se parle des data qui viennent en streaming. Alors, c'est assez intéressant d'avoir du OData maintenant. Autrefois, il fallait prendre des third parties pour faire ça. Donc, tout ce qui était broadcasté d'une queue d'Azure ou quelque chose de genre, c'était très difficile à consommer. J'ai déjà voulu le faire avec SSAS 2008 R2, il avait fallu acheter une composante pour le faire. J'ai maintenant, les connecteurs Activity pour Teradata et Oracle ont été revus pour les dernières versions de ces bases de données-là. Et je peux maintenant exécuter un SQL Task pour rouler du R avec SQL Server 2016. On a eu des présentations sur le R avec SQL Server 2016. Maintenant, je peux appeler un script R à partir d'un SQL Task. Cloud Connectivity, les Azure Storage Connectors puis HD Insight et Hive Big Task, ça faisait partie, c'est sorti en 2015, l'été passé. C'était le Azure Feature Pack, c'est pas juste la partie du bas ici, là, c'est pas juste SSIS 2016, c'est aussi SSIS 2012 et 2014 qui peuvent avoir ça. C'est un Feature Pack qui se télécharge de Microsoft et on installe et ça fonctionne avec la plupart, avec les versions SSIS 2012 et 2016. Azure Storage Connector, donc pendant qu'on y est, je vais vous montrer une petite démo de ça plus tard. Ce que ça me permet de faire, c'est que maintenant, je peux intégrer mon stockage Azure. Donc, j'ai un blob. Je peux envoyer des données dans un blob storage et télécharger les données de ce même blob storage-là ici. Je peux même aller le for each loop container. Ça, c'est ce que je pourrais... Ça, on pourrait dire que ça me permet de lister toutes les
les fichiers qui sont dans un blob storage. Quand on va faire du Hive ou du Pig, souvent, ou quand on va travailler avec du Big Data, dépendamment du nombre de job map reduce qu'on va avoir, on pourrait avoir des fichiers qui vont être splittés. Vous savez, ils s'appellent par 000, par 0001 et compagnie, dans un même blob, pour une même partition dans un blob storage. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est de ramener ces données-là qui ont été crunchés en bon guillemets, qui ont été préparés par des jobs map reduce et les ramener et les utiliser dans mon package SSIS ici et les amener du côté on-premises. J'ai aussi un blob source, ça veut dire que je vais être capable de lire quelque chose dans ça, je vais faire une démo de ça tantôt, donc je peux lire des données d'un blob directement et je peux aussi envoyer des données dans un blob. Donc, si je fais un for each loop sur mon blob storage ici, ben, je vais aller lire tous les blobs qui sont dans un container en particulier et je vais pouvoir les amener dans une destination on-premises. Donc, c'est l'intégration avec le blob. Je peux aussi appeler des jobs Pig et Hive qui seraient, eux autres, dans un cluster HD Insight. Voilà, ici, conditional split, et je peux l'envoyer maintenant. Oui, ça, c'est si je suis on-premises. Je vais pouvoir aussi faire la même chose du côté cluster on-premises. Maintenant, orchestrer et manager des clusters HD Insight. HDI, c'est pour HD Insight. L'avantage qu'on a, c'est que lorsqu'on est on-premises, et je vous dirais, ceux qui ont fait un peu de Azure Data Factory le savent aussi en même temps, on peut créer des on-demand cluster, HD Insight cluster. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est que c'est des ressources qui coûtent très très cher, les clusters. Moi, je me rappelle que j'avais déjà oublié un cluster durant quelques jours, puis la facture avait monté très rapidement dans les centaines de dollars ici. À ne pas oublier. Et idéalement, c'est qu'on crée un cluster un cluster ici, on the fly, et on demand. On fait ce qu'on a à faire, on va appeler notre job Hive, notre job Pig, et après ça, quand c'est terminé, on détruit ce cluster-là. L'avantage qu'on a avec ça, c'est-à-dire que si j'ai des jobs qui roulent à chaque heure, on se parle de mode batch, évidemment, quand on se parle de cluster, ben, quand j'ai quelque chose qui roule à chaque heure, ben, je vais réveiller mon processus, si vous voulez, à chaque heure. Donc, quand ça va t'appeler, je vais créer mon cluster. Je fais ce que j'ai à faire. Quand mon processus est terminé, le cluster est détruit. Donc, je ne paie que pour le moment où je me sers, que pour le temps où je me sers de mon cluster. Ici. Puis, combiné avec les Azure Storage Connector, en fait, ça, c'est le feature pack de SSIS. Et Azure Data Factory, là, il se pile un peu sur les pieds avec ça. C'est comme si j'avais un peu d'Azure Data Factory du côté on-premises. Si votre environnement est principalement du côté on-premises, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de pouvoir interagir avec des composantes qui sont sur Azure. Les Hadoop tasks, c'est le même principe. C'est juste que la différence par rapport à la slide précédente, la différence qu'on a, c'est que ça, c'est HD Insight. On est dans l'environnement Azure SQL Server, Azure, excusez-moi, de Microsoft. Ici, je suis dans un environnement on-premises. Donc, c'est mon propre cluster Big Data ou Hadoop ici avec lequel j'interagis. Donc, je n'ai pas à créer de cluster on demand parce que mon cluster existe déjà et je peux copier des script files. Donc, si j'envoie mon script, je vais créer ma table Hive et après ça, je vais faire mes transformations à partir de Hive. Ce n'est pas le but de cette présentation-là de vous parler de Pig et de Hive, mais juste pour vous dire que Hive, c'est un environnement qui est plus SQL. Et cet environnement-là nous permet de faire des transformations sur des données qui sont dans
dans des HDFS, donc Hadoop File System. Et ça nous permet de rouler des jobs MapReduce, des jobs Java en parallèle sur plusieurs machines à la fois. Donc, j'ai beaucoup de performance avec ça. Mais il ne faut pas s'attendre avec du Big Data à avoir des retours. C'est pas instantané comme une BD. C'est juste que c'est conçu pour interagir avec beaucoup de volume. Donc, si je m'attends à avoir des performances en deçà de 5 minutes pour faire une requête, je pense que ce n'est pas le bon outil. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment fait pour interagir avec du volume qui est énorme. Alors qu'une BD transactionnelle est faite pour du volume énorme, mais pas autant que tout ce qui est Big Data, donc tout ce qui est Hadoop. Donc, comme je vous disais tantôt, on a aussi le OData V4 Support, donc ça me permet d'aller chercher des données qui seraient streaming, donc qui seraient des données OData. On peut s'en servir dans des cas où est-ce qu'on a un web service, il faut consommer des données qui seraient à partir d'un web service ou carrément des données qui sont exposées juste dans un format streaming. On va se servir des feeds de OData pour ça. Donc, finalement, enfin, on a cette fonctionnalité-là. Ça m'est arrivé, moi, sur quelques projets qu'on arrive et on a développé le projet, par exemple, en SSIS 2012. Il y a une partie de du développement qu'on fait faire, comme ça m'est arrivé l'an dernier, quelqu'un en Inde, pour le client pour lequel je travaillais, devait développer quelques packages. Donc, lui, on lui donne accès à la solution dans Subversion, donc dans SVN. Il ouvre la solution et il upgrade tous les packages à la version 2014. Parce que lui, il avait SSIS 2014. Ce qui est arrivé, c'est que nous, on a voulu réutiliser ça en 2012, mais ça ne fonctionnait plus. Il n'y a comme plus rien qui marchait après. Alors, on a compris que la personne qui avait fait ça, elle avait une version plus récente de SQL Server Data Tools. Maintenant, cette personne-là, pour elle, c'était pas drôle parce qu'installer une version SSDT 2012 par-dessus une version SSDT 2014, il faut pratiquement recommencer l'installation de SQL Server pour ça, pour ces versions-là. Maintenant, Microsoft ont compris ça, c'était vraiment un gros problème. Et avec la dernière version de SSDT, on peut faire du développement pour la version 2016 ou 2012 ou 2014. Ou 2014, ça oui. Donc, on choisit dans les propriétés de mon projet, je vais choisir c'est quoi la version pour laquelle, avec laquelle je développe. Et si par défaut, ici, vous avez un projet qui aurait du SSIS 2014, il va vous dire, quand vous allez ouvrir, il n'ira pas faire la mise à jour, il n'ira pas faire l'upgrade de votre projet. Il va vous dire, ben, c'est un projet de 2014 et il ne fera pas de mise à jour automatiquement comme il faisait autrefois. Donc, je vais juste faire quelques petites présentations. Ici, je vais sortir de mon mode démo ici. Voilà. Petite démo. Je vais vous montrer quelques petites choses. Premièrement, j'ai l'error column ici. J'essaie de maximiser ça. Parfait. Donc, l'error column, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un script component ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça fait juste ajouter une ligne ici. Quand il va ouvrir, il faut peut-être ouvrir sur l'autre côté. J'ai deux écrans, un instant. Et éventuellement. Mais bref, ce que ça fait, c'est que ça le dit, ça ajoute une ligne avec, voilà, il est apparu ici. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste ajouter string column. Donc, j'ai une colonne ici, input and output. J'ai une colonne ici que je me suis rajoutée, qui s'appelle string column ici. Et ce que ça fait, le script fait juste ajouter la valeur test dans cette colonne-là. Donc, oui, quand ça. Mon data conversion ici, string column, je vais essayer de le convertir comme étant un big int. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas, c'est le nom test. Ce qui serait passé autrefois, donc avec d'autres versions, j'aurais dû aller ici, j'aurais dû aller configurer mon error output ici et faire un redirect row vers quelque chose, vers une autre cible, et j'aurais eu une erreur ici que, bon, comme j'ai fait, la seule chose, c'est que je n'aurais pas su ce qui se passait.
Donc, je vais faire un execute task qui ne devrait pas être tellement long. Et samedi, c'est pas tellement gros pour vous peut-être, mais ce que samedi, copy of string column. Donc, ce que j'ai fait, moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai un string column. L'output va s'appeler copy of string column et ça va me dire qu'est-ce qui s'est passé avec quelle colonne. Alors qu'autrefois, tout ce que j'aurais eu, ça aurait été ceci. Ma string column, c'est ça, l'error code, c'est ça, et la colonne en erreur est la colonne 22. La colonne 22, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, c'est autrefois, donc c'est là qu'il fallait faire un script component pour aller chercher par reflection quelle était la colonne en erreur, et c'était pas facile. Et pour la description, comme je vous disais plus tôt, il fallait aller chercher les descriptions sur MSDN de tous les codes qu'il y avait. Je reviens ici, donc, j'allais chercher l'error code moins ça ici, ce chiffre-là. Il fallait que j'aille voir c'était quoi, il fallait que je fasse un lookup dans une table d'erreur pour me faire dire que la description d'erreur, c'était ça, finalement. Ils ont finalement intégré ces deux fonctionnalités-là au package SSIS ici. La raison pour laquelle que j'ai un audit ici comme destination, c'est juste pour pouvoir faire apparaître un data viewer. Je ne me sers pas de l'audit en tant que tel. Maintenant, si je veux lire du Feature Pack, juste pour vous montrer une petite chose, si je m'en vais dans SQL Server Toolbox, la première fois que vous allez installer quelque chose, que vous allez installer, je n'aurai pas les composantes Azure qui vont être là. Vous allez avoir un lien qui va vous dire, parce que les composantes Azure ne viennent pas avec SSIS 2016, avec l'installation. La première fois, SSIS, que vous allez faire ça, que vous allez ouvrir votre toolbox, vous allez avoir un lien. Vous cliquez dessus et ça vous amène au download page, dans la page de téléchargement du Azure Feature Pack qui va me donner tous ces composantes-là ici. Donc, j'ai le blob download, blob upload, create cluster, delete cluster. J'ai les hive tags, les hive tasks et les pig tasks ici. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai ma source ici, mon blob storage qui est ici, et ma connexion. Je peux bien vous le montrer, c'est pas ça, c'est ici, oui, voilà. Ok, c'est lui ici. Donc, je me suis branché sur ce compte-là. Ce compte-là est ceci. Donc, je vais chercher ce container-là ici. Et dans ce container-là, je vais aller dans une place très particulière, ici qui est le raw. Et dans ça, je vais aller chercher des input files. C'est ça que je vais chercher ici. Parce que je vais chercher le path qui est ici, output. Bon, je vais chercher le output. Ici, et dans le output, je vais aller chercher un blob en particulier. Donc, si je fais ça ici, et je m'en vais dans Content, je le regarde en texte, c'est ça ici que je vais aller chercher, moi. Des données qui sont là. Si je m'en viens, oui, cancel. Si je m'en viens dans ça, donc je vais dire que ça vient de ce container-là, de ce compte-là. Le container, c'est stage, et le blob, c'est ça ici. Le blob que je vais aller lire en particulier, c'est ça ici. Je dis que c'est un texte, non pas du Avro. Avro, c'est une compression que je peux faire quand je copie mes données dans Azure. Et je vais carrément dire que j'ai le colonne des limiter character ici. Donc, c'est un pipe que j'ai pris, moi, dans mon cas. Si je m'en viens ici, je vais rouvrir ça. Dans mon cas, je n'ai pas de nom de colonne. Mais j'aurais pu lui dire que les colonnes sont dans la première ligne. Donc, ça va me donner des colonnes property 1, 2, 3 jusqu'à la propriété 9.
C'est quand même assez rapide, puisque lorsque je roule ça ici, il va aller lire sur le blob storage en haut, dans le cloud. Quand je dis en haut, c'est dans le cloud ici, et il va aller chercher les données que je vous ai montrées plus tôt. Donc, ça me permet de façon très simple, pour dire que j'avais juste 86 lignes, c'était pas tellement long, mais ça me permet de façon très simple de dire que je vais pouvoir, détache, merci, que je vais pouvoir intégrer des données qui viennent de Azure. Autre chose que pendant que je suis dans SSIS que je vais vous montrer, c'est que lorsque je m'en vais dans mon Solution Explorer maintenant, je peux prendre le package qui est ici et Deploy Package. Il va me demander où. Je vais dire que je le mets moi dans cette solution-là, moi ça me plaît, et je vais faire un deploy. Alors qu'autrefois, avec les versions 2014 et 2012, c'était juste, j'avais pas cette option-là au niveau du projet, je l'avais juste au niveau du projet ici. Donc, il fallait que j'aille au niveau du projet et je faisais un deploy. En faisant un deploy, ben là, c'est le projet au complet que je vais déployer. Maintenant, la différence, c'est que je peux le faire au niveau du package de façon individuelle. Donc, c'est la même fenêtre. La seule chose, c'est que ma source, ici, je peux choisir quel package je veux. Alors que si je regarde Select Source, je m'en vais au niveau du projet. Je fais un deploy. La source, c'est mon projet. Ou ça va être un catalogue, donc je pourrais déjà déployer quelque chose qui serait dans un catalogue ici. Je m'en vais en Package Deployment ici. Ben là, comme c'est du Package Deployment Model, c'est les file systems, on peut encore en faire. Ben là, c'est sûr que vous me demandez mes packages sont où. Mais j'ai pas la source, comme si je m'en viens ici. Je voudrais déployer quelques packages à la fois. Deploy package, je m'en vais dans la source, ben là, je peux prendre ceux que je veux. Ici. Donc, je prends sélectionner quelques-uns, mais c'est ceux-là que je vais déployer. Donc, ça, mon package se déploie, c'est pas trop un problème. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est les templates. Les templates, c'est une bonne idée. A priori, c'est une très bonne idée. La seule chose, c'est que c'est pas très utile présentement. Je vais vous montrer un package qui prend les templates ici. Voyez-vous, ça, je vais grossir, je pense que je peux le faire. C'est parfait. Oh, pas trop. Je m'en viens ici, voyez-vous, ça c'est mon package part 1 ici. Et dans mon toolbox, j'ai le package part qui est ici. Si je crée un nouveau package, je vais pouvoir aller prendre le package part et m'en servir dans d'autres packages. Ça fait partie de mon toolbox ici. Comment on crée ça? Je m'en viens dans les package parts ici. Control flow. Je n'ai pas de data flow pour le moment. Je peux soit en créer un nouveau ou soit ajouter quelque chose qui est existant. Donc, un autre programmeur aurait pu créer un package part pour moi, donc une template. Et je peux l'ajouter, il va me demander c'est où, et l'ajouter comme étant une référence. C'est-à-dire qu'il va mettre le chemin relatif et non pas le chemin hard-codé, il va mettre le chemin relatif vers ce package part-là, ici. Donc, si je fais New, package part. Donc, là, c'est un package. Je peux ajouter un Connection Manager ici. Je vais choisir que je prends lui, tiens. Pourquoi pas. Et là, je vais aller chercher un Execute Sequence ici. Et là, je vais prendre ma connexion que je viens de faire. Select One. On ne fait rien avec ça. C'est juste pour vous montrer qu'on peut exécuter du code ici avec ça. Parfait. Donc, je sauvegarde. Je m'en viens ici, je me crée je vais prendre un package qui existe. Package, bon, ça, c'en est un exemple ici. Un nouveau package. Allez. Je vais aller dans mon toolbox ici. Voyez-vous, j'ai package part 1, package part 3 que je viens de créer. Et voilà, maintenant j'ai mon package ici. Maintenant, une chose que vous allez remarquer, j'ai la connexion que j'ai ici, c'est une connexion de projet. Alors que la connexion que j'ai dans mon part, je vais ouvrir ici, c'est pas une connexion de projet. Supposons que je la renomme. Je
Je peux la nommer, c'est pas un problème, je sauvegarde. Là, ce qu'il me dit, c'est que tous les packages qui ont comme référence comme ça devront être, ils vont être réouverts pour refléter les changements que je viens de faire. Donc là, il voit que j'ai le package 7, donc le package que je viens de créer. Parfait, je suis content. Il me l'ouvre, il me l'a ouvert de façon automatique et le focus est maintenant sur ce package-là. Remarquez que ma connexion n'est même pas là ici. Là. Elle n'apparaît même pas. Je m'en viens dans ça ici. Je regarde les propriétés. Donc, j'ai mon sequence statement source ici. Je regarde les variables. J'ai rien qui permet d'interagir avec ma connexion. Donc, ça veut dire que ce que je viens de faire là, donc la connexion a été hard-codée. C'est très rare qu'on va avoir l'instance par défaut dans SQL Server. Comme moi, dans mon cas, c'est facile parce que l'instance que j'ai, c'est le point, donc c'est mon instance par défaut sur mon poste. Mais dans la vraie vie, c'est rare. Habituellement, j'ai un name instance et le name instance en développement, en test, en pré-production et en production n'est pas le même. Donc, moi, dans mon cas, ça me fait dire que je ne peux pas vraiment me servir de ça. Et supposons, j'aurais pu dire que, moi, ce que j'ai fait, je pourrais m'en servir comme étant, j'aurais pu mettre ça dans une variable et prendre une expression, mais peu importe ce que je vais prendre comme propriété, je voudrais même changer mon select statement ici. Je ne peux pas le faire, parce que si je maximise ça ici, ça va dire que c'est une string, c'est select one. Je peux juste le changer dans le package en tant que tel. Je peux dire select two ici. Et là, je pèse sur OK. Donc, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire un select two à la place. Mais je peux pas mettre de, je peux pas prendre d'expression, je peux pas prendre de variable, je peux rien faire avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est un beau projet, je trouve. Par contre, et donc, je vais juste fermer ça. Autre chose aussi qu'il faut faire attention si vous servez des package parts, je vais aller rajouter un autre, execute SQL task, ici. Et, même chose. Parfait. Select 3, par exemple. Ce que je fais, c'est pour vous montrer la fonctionnalité. Là, il me dit que les autres packages vont être réouverts. Oups, on ne peut pas. On ne peut pas s'en servir. Et l'erreur, il dit que je ne peux pas créer XML for task, package tree part type, parce que j'ai une erreur, le paramètre est incorrect. Ça, c'est très trivial comme erreur. Voyez-vous, il est rendu maintenant, je ne peux plus me servir de ça. Donc, je vais aller ici. Ce qu'il faut faire, et ça, il faut vraiment le savoir, c'est qu'il faut faire ça comme ça. Il faut avoir juste un exécutable en tant que tel. Si je sauvegarde ça ici, je vais aller dans Package 7. Je vais aller rouvrir mon Package 7 qui est ici. Voyez-vous? Maintenant, c'est revenu. Maintenant, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut avoir juste un seul exécutable en tant que tel. Donc, si j'ai plusieurs tâches exécutées dans une template, il faut que ce soit regroupé soit dans un for each loop, un for loop ou un sequence container. Donc, c'est la seule façon que je peux me servir des choses comme ça de SSIS, des package parts. Moi, mon principal problème que j'ai avec ces parts-là, c'est que je ne peux rien faire avec. Je peux pas me servir de ça en production. C'est une très bonne idée de pouvoir dire que ça me permet de faire du code réutilisable. Chose qu'on a depuis très longtemps dans d'autres outils ETL. C'est juste que présentement, comme c'est réutilisable, mais avec les valeurs hard-codées ou de développement, pour moi, ça ne vaut rien. Donc, c'est pour ça que je me servirai pas de ça pour tout de suite. Et aussi, on a des control flow tasks. C'est intéressant d'avoir des data flow tasks. Souvent, on fait toujours les mêmes lookups. On fait toujours les mêmes actions dans un data flow. Ce serait intéressant d'avoir cette fonctionnalité-là aussi. Je n'ai pas besoin de sauvegarder. Une autre chose que je vais vous montrer dans un for each loop container. Ici, je vous en ai parlé tantôt dans ma démo. Je m'en viens dans Général, collection. Voilà. Ici. Il y a rajouté quelque chose qui est nouveau ici. C'est que je puisse énumérer Azure Blob et Enumerator ici. Donc, dans les collections, maintenant, puis j'ai aussi celui de HDFS. Donc, ça me permet d'interagir avec toutes les composantes que j'ai sur mon blob ici. Donc, là, moi, j'ai mis un path en particulier. Je vais revenir là-dedans. La collection. Donc, il va aller dans ce directory-là. J'avais plusieurs fichiers
dans ce directoire-là, ce qui n'est pas le cas présentement, mais je vais juste fermer ça. Voyez-vous, j'ai 0, on dit quoi 0. Des fois, je pourrais avoir, j'ai plusieurs map radio job qui roulent, donc plusieurs, les fichiers sont écrits par plusieurs data nodes, si vous voulez. Dans le big data, j'aurais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permet avec ça de dire que tu vas passer au travers de ce blob-là, et pour chaque blob qui sont là, tu vas me les amener ici, et on va et ce qu'on va faire, c'est que le blob container, ça va être ça, et on va carrément, les télécharger, et on va les télécharger dans From Blob Storage, donc dans un directory local ici. Ou j'aurais pu appeler un Dataflow Task, comme j'ai fait tout à l'heure, et je vais exécuter ça. Il va me dire c'est quoi le blob qui amène. Voilà, merci beaucoup. Et il va le télécharger, il va le mettre sur mon disque. Donc, c'est ça. Je peux soit télécharger tous les blobs qui sont là et les envoyer à d'autres processus, ou je peux carrément les insérer dans m'en servir pour, pour mon entrepôt de données ou mon environnement on-premises. C'est ce que je peux faire. Là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je m'en vais dans mon catalogue SSIS ici. Customize Logging Labels. Donc, ça permet, moi j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait des tests comme vous pouvez le voir. Ici, donc Customize Logging Label, ici, ce que ça permet de faire, c'est que je choisis les statistiques que je veux amener. Donc, Component Data Volume, ça m'intéresse. L'exécution statistique, il vous dit en gros ce que c'est ici à côté. Ici, le temps de chaque dataflow, donc de chaque dataflow ici, et le temps de chaque exécutable. La différence entre les deux, c'est que ça, c'est le temps que ça va vous prendre pour exécuter un Execute SQL Task ou un FTP Task. Et le temps ici que votre dataflow va prendre pour rouler, ici, ce sont vos statistiques de chargement. Je peux même choisir quel event je veux. Je peux dire que j'emmène les events on execution. Donc, je choisis les events que je veux lire. On air, pre-execute, post-execute, diagnostic. Donc, j'ai vraiment on progress. Ça, celle-là est vraiment intéressant parce que je veux voir ce qui s'est passé quand mon package a roulé. Et juste pour montrer, voici ce que j'avais pris. On information aussi. Ça, celle-là est vraiment, j'ai besoin de celle-là si je veux amener les informations des volumes de données. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Allez voir combien de lignes ont passé pour chaque exécution. Pour ce faire, je vais aller voir dans ici. Je vais vous montrer quelque chose que j'avais déjà roulé il y a un bout de temps, mais c'est pas grave, la fonctionnalité est la même. Ah, bon, ok, oui, parce que lui, il fait un clean-up à chaque fois. Je vais le rouler. Je vais voir ici ce que je vais faire quand je vais prendre mon package ici. J'ai dit mon package. Ici, package 1 ici, je vais faire execute. Quand j'exécute, oui, il va me demander, j'ai un environnement, et il va me demander, à ce moment-là, je m'en vais dans Advanced ici, et mon logging level, je peux y mettre Performance Basic ou Select Custom Logging Level. Moi, je vais mettre le row count ici. Donc, j'ai pu choisir un logging level customized et je fais execute. Bien sûr. Il est en train de rouler. Ça va pas être tellement long. Voilà, il m'a dit qu'il a roulé ici et le row count, mon logging level, mais j'ai pas le nombre de rows qui ont été lus par contre. Ah, ça c'est embêtant. Bon, en tout cas, de toute façon ou d'une autre, croyez-moi, parce que j'ai pas pris le bon logging level, là, mais croyez-moi, ça, peut-être que je vois dans View Messages ici. Je vais aller voir combien de rows que j'ai lus. Oui, c'est ici qu'il va me le montrer. Habituellement, j'avais quelque chose qui me disait j'ai lu 86 lignes. Là, vous pouvez dire, non, je le vois pas, là. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est quelque chose, c'est une information qu'il me donnerait.
Donc, ici. J'ai aussi l'option, quand je suis dans ce projet-là, de dire que j'importe un package. Donc, ça, c'est la même fonctionnalité. J'aurais un package qui serait dans mon file system, qui serait dans Microsoft SQL Server. Ici, puis là, je vais browser et je pourrais importer un package existant ici dans mon... si j'ai un seul package, un DTSX, je pourrais dire que j'importe un package en particulier. Si je m'envoie juste ici, rapidement, Open Containing Folder. Ici, OK, il me permet pas de le faire, c'est bien. Je fais Browse. C'est ça, ici, bin, développement, donc il ne me permet pas de le faire, mais si j'avais un DTSX, je pourrais importer un DTSX carrément ici. Donc, cette partie de démo-là va même très bien. Je blague, mais donc, je peux intégrer donc en gros des packages, mais habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déployer d'ici. Comme je vous ai montré tantôt, je fais un deploy package. Donc, je vais juste aller voir dans GoToWebinar ici s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues par hasard. Non, le package point, je pensais que c'était abouti pour faire un modèle de mail notification. Ça peut servir à ça, un package point. Mais le but des package points, c'est de faire ce qu'il y avait autrefois des templates. Et les templates en tant que tels, ça pourrait me servir pour autre chose. C'est sûr que si je fais un système de mail notification, puis s'il y a quelque chose qui ne change pas quand je passe d'un environnement à un autre, comme souvent un serveur SMTP ne changera pas, j'ai le même pour la compagnie, ça va fonctionner sans problème. Ça, c'est sûr. Dans ce cas-là, je comprends. Mais moi, la façon qu'ils l'ont expliqué, c'était pas ça, c'était pas juste ça. Ça allait plus loin que ça, c'était de dire que je pouvais me faire des composantes réutilisables pour tous mes packages. Voilà. Apparemment, vous êtes la seule personne. OK, bon, c'est bon. Ça, c'est autre chose. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Isabelle, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là, oui. Comme je faisais l'enregistrement, je n'allais pas partir. Oui, oui. D'accord, d'accord. Donc, tu es toujours là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions Il y en a une à qui date. on dirait. Bonjour. Oui, Julien. Bonjour, Julien. Ah, c'est juste bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on Voilà. peut paramétriser des composants dans un template? Non. Non, c'est ça. Ils ne peuvent pas être paramétrés. C'est là qui est le problème. Au niveau du template, c'est ce que je me disais moi aussi. Parce que regardez, je vais juste vous montrer rapidement si j'ouvre mon template. Bon, je vais fermer les questions ici. Si j'ouvre, qu'est-ce que j'ai de faire? Attendez un petit peu. J'ai beaucoup d'affaires devant moi, là. Destination, je m'en fous. Yes. Si j'ouvre ceci, le template qui est ici, regardez, j'ai ma connexion qui est ici. Si je suis dans un package en particulier, je right-clique et j'ai Parameterize. Je m'en vais dans mon package point. J'ai pas ça. J'ai pas le Parameterize. C'est ça qui est le problème. Si je peux le paramétriser selon un environnement, en fait, je peux le paramétriser, j'aurai les paramètres que lorsque je m'en sers dans le package 7, par exemple, mon beau package que j'avais tantôt, ici, je vais ouvrir éventuellement, ben là, j'aurai probablement accès aux paramètres ici, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas accès à ça. Voyez-vous, j'ai les exécutables, je peux aller ici, parce que maintenant, j'en ai plus qu'un, ici, et j'ai accès à un paquet de choses, mais même à ça, si j'en prends un ici, je ne peux même pas me servir d'expression ou de paramètres. Et c'est là qu'est le problème. Les propriétés, bon, et les variables. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais non, on ne peut pas faire ça présentement. Éventuellement. On l'espère beaucoup. Voilà, mais s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, moi, je vous juste un petit résumé. Ils ont quand même rajouté plusieurs petites choses. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une version complète,
Ils ont quand même rajouté plusieurs petites choses du côté SIS, donc Agent Support, Automatic Max Buffer Size. Bon, plusieurs versions. Oui, ça juste rapidement, je vais vous montrer. Quand je m'en viens ici, Solution Explorer, Properties, ici je m'en vais dans mon deployment ici. Voilà, Project. Et j'ai un target. Merci, il est juste ici. Voilà, c'est ça que je cherchais. 2016, 2014 ou 2012. Donc, c'est sûr que shipper une fonctionnalité comme les templates qui sont juste disponibles en 2016, ben, en 2014 ou en 2012, ça va être des objets séparés que je vais avoir. Donc, ça va carrément être, il va carrément me montrer les objets séparés. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Version 2017. Probablement, oui. Probablement. Dans quelques... En fait, maintenant, c'est plus vraiment des service packs, là, mais peut-être dans quelques releases là, qui vont faire de façon incrémentale avec... Ben ça, ce qui est le fun des templates, c'est pas une fonctionnalité de SSIS en tant que telle. C'est une fonctionnalité, tu sais, c'est pas le moteur SSIS, c'est une fonctionnalité qui vient avec ici, CrossOver Data Tools. Donc, c'est juste au niveau du designer. C'est sûr qu'une fois qu'on déploie, lui, c'est SSIS, ce qu'il fait, c'est qu'il va décomposer le template qu'on a et il va s'en servir, lui, parce qu'on le voit ici, là, j'ai mes DT Experts là, qui sont là. SSIS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'en servir comme si c'était un sous-package, en fait, qu'il va utiliser, ou des composantes qui font partie intégrale du package. Donc, je reviens ici, on a plusieurs petites choses, les Catalog Performance View, oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on va voir à chaque déploiement de SSIS ici. Ils vont toujours améliorer la performance des vues de catalogue, ça c'est très normal. Mais sinon, c'est pas mal ça qui est c'est pas mal les nouveautés qu'on a avec SSIS 2016. Donc, sur ce, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir assisté à cette session-là. Et voilà, Isabelle, je te donne le contrôle. Oui, pas de souci. Voilà, donc écoutez, la prochaine session commence incessamment sous peu, puisqu'elle est aussi animée par Christian et par Sophie Marchand. Donc, un petit peu de patience, le temps pour eux de tout rassembler et de se remettre en ligne. Je vous remercie.